l'ouvrage auquel vous faisiez référence, qui s'appelle Démocratiser les banques centrales et la monnaie, la Banque Providence, et qui était paru au Seuil l'année dernière. Lui est plus un ouvrage d'actualité, en fait, qui porte surtout sur la question des banques centrales. Mais comme on le verra, en fait, une des thèses du livre, justement, c'est de dire que ce qui s'est passé depuis 2008 ont mis les banques centrales au centre sur plein de questions, notamment les questions de dette publique, aussi les questions environnementales et écologiques. Donc, à partir de la question de la Banque centrale, et donc en Europe, de la Banque centrale européenne, et liée avec la Banque de France, ça, si vous avez des questions là-dessus, ou peut-être revenir, parce que je sais que c'est pas toujours évident, quel peut être le lien entre les banques centrales qui restent au niveau national, comme la Banque de France, la Banque centrale européenne, etc. Donc, à travers la question de la Banque centrale, en fait, on touche aujourd'hui à énormément de questions économiques. Donc, comme je disais, sur le financement, les dettes publiques, et aussi les questions écologiques, quoi. Donc, c'était un peu la thèse de ce livre, qui est un livre qui se voulait qui se voulait grand public, au sens où voilà, c'est pas un livre de recherche, c'est pas destiné à des chercheurs, c'est destiné que, pour être honnête, il faut quand même être intéressé à la question avant de se plonger dans le livre, même si le livre est court, mais il faut, ça reste, il y a certains points techniques qu'on peut pas nier sur ces questions. Mais le but était un peu voilà, d'essayer de rendre le plus clair possible ces questions qui, il est vrai, sont très très complexes, hein. Je pense que, et j'en faisais l'expérience quand je travaillais à la Banque de France, peu de gens savent vraiment ce que fait une banque centrale aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et de même d'ailleurs sur la question de la dette publique, vous disiez à raison qu'en fait la question revient souvent dans le débat, mais concrètement, qu'est-ce qu'est de la dette publique, comment l'État émet de la dette publique, c'est aussi des choses qui sont pas évidentes en fait, parce que c'est des choses assez techniques et qui sont pas toujours bien forcément transmises dans le débat public. Donc voilà, c'était un peu je vous faisais la présentation rapidement donc de ce sur quoi j'ai pu travailler. Et Et donc, sur la question des dettes publiques, moi, dans mon ouvrage, la Banque Providence, j'abordais cette question, comme je disais, à travers le prisme de la Banque centrale. Donc, je vais commencer par là, et puis après, évidemment, on pourra aborder d'autres points si vous le souhaitez. Donc, le lien entre la dette publique et la Banque centrale, il est évident, puisque vous savez que la Banque centrale aujourd'hui détient un tiers de la dette publique en France, et c'est le cas pour tous les pays européens. Donc voilà, un tiers de la dette publique française a été achetée par la Banque centrale européenne, donc concrètement par la Banque de France, parce que la manière dont fonctionne ce qu'on appelle le système européen des banques centrales, c'est que les décisions sont prises à Francfort par la Banque centrale européenne, mais sont mises en application au niveau national par les banques centrales nationales qui existent toujours, comme vous voyez. Donc concrètement, ça veut dire que quand la Banque centrale européenne dit on va acheter des dettes publiques parce que, bon, pour des raisons que je vais détailler après, en fait c'est la Banque de France qui achète ces dettes publiques. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle passe des ordres au marché financier en disant voilà, ce mois-ci, je suis prêt à acheter tel milliard de dettes publiques françaises. Qui veut me le vendre? Qui veut m'en vendre? Et à quel prix? Donc les banques centrales aujourd'hui ont joué beaucoup ce rôle. Alors ça a été en continuité depuis 2008. C'est-à-dire que à partir de la crise de 2008, ça a commencé à augmenter. D'abord très fort aux États-Unis, un peu moins en Europe. En Europe, le grand tournant, c'est un premier tournant en 2012 avec un discours de Mario Draghi, qui était à l'époque le président de la Banque centrale européenne, et qui dit pour éviter en fait les crises de dette publique qui avaient commencé en Grèce, qui va acheter de la dette européenne. Et puis c'est surtout à partir de 2015 en fait en Europe que la Banque centrale va acheter encore plus de dettes, jusqu'à arriver à environ 15-20% des dettes publiques achetées par la Banque centrale européenne. Et puis là, pendant le Covid, pendant la pandémie, donc là, ça a été open bar, comme on pourrait dire. Enfin, c'est-à-dire que en fait, la Banque centrale européenne a acheté l'essentiel des dettes publiques qui ont été émises pendant la pandémie. Donc, c'est pas exactement 100%. Ça dépend aussi comment on calcule, mais donc c'est-à-dire quand je dis qu'elle a acheté l'essentiel de la dette publique, c'était la nouvelle dette publique. C'est-à-dire que la dette publique était mise sur le marché, qui était émise pendant la pandémie.
Ce qui fait qu'au total, en ayant acheté pendant les 2-3 ans de la pandémie l'essentiel de la dette publique émise, comme je vous disais, la Banque centrale européenne aujourd'hui détient environ un tiers de la dette publique de l'État. C'est à peu près similaire dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Aux États-Unis, c'est un peu moins, mais on est encore sur des quantités très importantes. Et le record du monde est détenu par le Japon, où là, plus de la moitié de la dette publique est détenue par la Banque centrale, sachant que le Japon détient aussi le record du dette publique en pourcentage du PIB. Donc le Japon est à 220%, enfin bon, le 220% du PIB, enfin une dette publique de 220% du PIB. Donc vous savez aussi que c'est pas un très bon indicateur en fait de rapporter la dette publique au PIB, puisque le PIB, enfin voilà, le produit intérieur brut, ça mesure la croissance, ça mesure les revenus annuels. La dette publique, c'est un stock de dette. Donc c'est pas, ça donne des ordres de grandeur, mais c'est pas un très bon indicateur. Mais en tout cas, il est clair que le Japon est le pays qui a le plus gros stock de dettes. Et aussi, c'était le pays où la Banque centrale détient une grande partie de ses dettes. Et je pense une grande partie de ces débats actuels sur la dette publique, quelquefois, moi, j'ai un peu tendance à résumer en disant est-ce qu'on va vers un scénario à la japonaise ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe au Japon actuellement, c'est un peu l'avenir de nos sociétés? C'est-à-dire avec le Japon a une société qui est très vieillissante, donc ce qui veut dire que il y a beaucoup d'épargne qui est mis aussi pour la retraite. Et en fait, les Japonais investissent pour leur retraite dans la dette publique de leur État, ce qui fait qu'il y a une sorte de compromis qui s'établit avec en fait une grande partie de la dette qui est investie, pardon, de l'épargne des Japonais qui est investie dans la dette publique. Et l'État en fait peut continuer à s'endetter de cette manière presque indéfiniment. Alors c'est pas indéfiniment, mais c'est des montants très très forts, avec aussi l'aide de la Banque centrale. Mais ce système-là paraît relativement stable aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est déjà les conséquences d'un vieillissement de la population. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'épargne, mais une croissance relativement faible, qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, sont tout plus à la retraite. Il y a moins d'actifs dans la société. Et c'est aussi un choix, en fait, un choix de la société que d'avoir un taux d'imposition relativement bas et plutôt faire un endettement, de recourir à l'endettement plutôt que la fiscalité. Donc, on pourra y revenir, mais le cas du Japon aujourd'hui, je trouvais toujours intéressant à avoir en tête pour savoir si c'est un peu l'avenir de sociétés vieillissantes, en fait, d'assumer que, en fait, il va falloir avoir plus de dette publique ou pas. Donc, je reviens, c'est un petit détour par le cas japonais à la question des banques centrales. Donc, voilà, on est, sans être le Japon, on est quand même dans des cas, nous, même en Europe, où la banque centrale détient un tiers de la dette publique. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? La première chose à souligner, c'est le paradoxe que peut représenter cette détention de la dette publique par la Banque centrale, parce que vous avez peut-être entendu dans le débat public qu'on dit que justement la Banque centrale européenne est censée être très indépendante et n'a pas le droit de financer les États. Donc ça, c'était dans le traité de Maastricht en 1993, qui ancre l'indépendance de la Banque centrale. Et l'indépendance de la Banque centrale, telle que définie dans le traité de Maastricht, a deux caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est de dire que la Banque centrale ne peut pas recevoir des instructions du gouvernement. Donc ça, c'est vraiment une indépendance, on va dire, politique, au sens où un gouvernement n'a pas le droit de dire à la Banque centrale, bah, ce mois-ci, vous allez augmenter les taux d'intérêt, vous allez acheter la dette publique, vous allez faire ci ou ça. Donc c'est une frontière, en fait, pas d'instruction du gouvernement. C'est la Banque centrale qui décide, qui est contrôlée par le Parlement, mais ne reçoit pas d'instruction. Et la deuxième définition de l'indépendance de la Banque centrale dans ce traité de Maastricht, et donc qui est toujours en vigueur en Europe, c'est-à-dire que la Banque centrale n'a pas le droit de financer directement les États. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve avec une situation où la Banque centrale n'a pas le droit de financer directement des États et où la Banque centrale, in fine, détient un tiers de la dette publique?
Donc c'est parce que c'est pour deux raisons. La principale raison, c'est que le traité de Maastricht, en fait, s'applique uniquement sur ce qu'on appelle un financement direct. Donc un financement direct, c'est-à-dire que c'est en gros un prêt. C'est un prêt. Et un prêt, ça veut dire que le gouvernement pourrait le prendre en compte dans son budget annuel. Enfin, le gouvernement passe devant le Parlement en disant voilà notre budget. Et si c'était des financements directs, le gouvernement serait autorisé, et c'était le cas en fait dans les pays européens, y compris en France avant 1993, de dire bah voilà mon budget là, il y a un trou dans mon budget pour équilibrer les recettes et les dépenses. Je dis il faut 2 millions de la Banque centrale, 2 milliards de la Banque centrale, et donc c'est comme ça qu'on clôt le budget. Donc ça c'est interdit. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de demander à la Banque centrale un prêt pour clore son budget. Donc concrètement, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas censé anticiper ou intégrer l'action de la Banque centrale dans ses choix budgétaires. Donc, par contre, le gouvernement émet de la dette sur les marchés et rien n'empêche la Banque centrale d'acheter de la dette publique sur les marchés. Et c'est là, en fait, c'est pour ça que ça résout le paradoxe, c'est-à-dire que la Banque centrale, en fait, achète de la dette publique sur les marchés, donc c'est-à-dire que concrètement, elle l'achète à des banques, et elle l'achète à des banques. Donc ça résout le paradoxe, mais cette manière de faire a deux conséquences. La première conséquence, c'est que, en fait, quand la Banque centrale rachète de la dette à des banques, de la dette publique à des banques, en fait, c'est pas seulement qu'elle finance l'État, c'est-à-dire qu'elle finance en même temps les banques. Oui, parce que tout simplement, c'est d'abord les banques qui ont acheté de la dette publique. Donc, si l'État, en fait, l'argent, elle le verse d'abord à une banque. Et une grande partie de la dette publique depuis 2010 et en particulier depuis 2015, il n'a pas été acheté par la Banque centrale pour faire plaisir à l'État. Il a été acheté parce que la Banque centrale voulait d'abord aider les banques qui, en fait, elles-mêmes avaient besoin de se financer. Et pour que les banques puissent se financer facilement à la Banque centrale, elles achètent de la dette publique et revendent de la dette publique à la Banque centrale. Donc ça, c'est vraiment ce qui est spécifique à ce qui se passe aujourd'hui. Et vous posiez au début la question des circuits de financement, et donc ça incite à réfléchir sur est-ce que il y aurait d'autres circuits de financement. Mais en tout cas, on vit dans un monde où, en gros, la dette publique est émise par le gouvernement auprès des marchés financiers, elle est achetée par des entités privées, des banques, des fonds d'investissement. Et en fait, ces fonds d'investissement, ils la détiennent aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent la revendre facilement à la Banque centrale. Donc ça, c'est la première conséquence. Donc c'est quand même très important puisque ça veut dire que on vit dans un monde où en fait, il y a une intégration, on va dire une convergence des intérêts entre les États et, pour le dire un peu rapidement, les marchés financiers. Ce qui est pas évident, ce qui est pas du tout un peu évident. Mais du coup, la Banque centrale participe aussi à ça en disant qu'en fait, elle refinance les banques et elle le fait en achetant de la dette publique. Donc ça, c'est important à la fois de comprendre ça, à la fois pour comprendre ce qu'ont fait les banques centrales, et c'est aussi important de comprendre ça sur la question de la soutenabilité de la dette publique. Parce que vous voyez qu'on n'est pas dans un monde, a priori, où il y a une divergence entre les intérêts de l'État et ceux des marchés financiers, mais il peut y avoir une convergence. La question, c'est jusqu'où? C'est jusqu'où, et on a vu le cas de l'Angleterre il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, ce qu'on pensait être une convergence d'intérêts, du coup, à un moment explose, et les marchés financiers peuvent dire finalement, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Mais ce qui s'est passé aussi en Angleterre il y a quelques mois, c'est que d'un coup, la Banque centrale s'est mise à racheter de la dette publique, et, euh, et du coup, les marchés se sont un peu calmés. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a à comprendre, c'est cette espèce de convergence d'intérêts. Et après, la discussion qui est ouverte, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est sain de vivre dans une société où il y a une telle convergence d'intérêts entre l'État et les marchés financiers, ou est-ce que ça peut amener des problèmes? Donc, première conséquence. La deuxième conséquence, c'est sur, on va dire, l'aspect démocratique de tout ça, en termes de débat public. Parce que
si on se place avant 1993, donc comme je vous disais tout à l'heure, en 1993, les banques centrales pouvaient financer les États, mais elles le faisaient avec des prêts directs. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter de la dette à des banques, tout simplement, elles faisaient un prêt au gouvernement. Et ces prêts du gouvernement, ils étaient réglementés par le Parlement. Il y avait quelques différences entre pays, mais c'était en gros un peu comme ça. Et en tout cas, en France, c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est-à-dire que si le gouvernement voulait que la Banque centrale lui prête plus, il devait demander au Parlement de relever le plafond de prêt que la Banque centrale pouvait faire au gouvernement. Donc, il y avait un débat au Parlement. Alors, dans les années 80-90, beaucoup de gens, les économistes, ont dit, ouais, même s'il y a un débat au Parlement, en gros, la Banque centrale va être amenée à trop financer le gouvernement, donc c'est pas bien, donc il faut changer de ce système. Mais il y avait quand même un débat au Parlement. Et ce débat au Parlement, il n'était pas toujours à la faveur du gouvernement. Et pour le dire un peu rapidement, en gros, ça dépendait un peu de la force du gouvernement. Donc, si on remonte un peu loin dans le temps, mais du temps de la Quatrième République, dans les années 50, où il y avait, comme vous le savez, des gouvernements assez instables, bah, en fait, souvent, la Banque centrale pouvait dire non, on pense que là, le gouvernement, en fait, gère mal son budget, donc on n'a pas envie de lui prêter. Et du coup, le Parlement recevait le signal et décide, et c'est arrivé 2 fois, qu'en fait, le Parlement refuse de voter l'augmentation du prêt de la Banque centrale au gouvernement et que ça fasse tomber le gouvernement en 1952 et en 1957. Donc, il y avait ce débat parlementaire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat parlementaire. C'est-à-dire que justement, on est passé à un système de financement où en fait la Banque centrale achète de la dette publique, où tout ça est censé uniquement passer par les marchés financiers, n'est censé être pas contradictoire avec l'indépendance de la Banque centrale, mais au final, c'est discuté nulle part. C'est-à-dire que nulle part, il y a eu une discussion pour dire bah, est-ce que c'est bien que la Banque centrale achète un tiers de la dette publique? Est-ce que c'est totalement justifié? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que ça envoie des mauvais signaux au gouvernement parce que le gouvernement va peut-être du coup se dire qu'il peut faire il y a plus besoin de lever des impôts, il peut se dépenser n'importe quoi. Est-ce que en faisant ça, en fait, d'une certaine manière, c'est aussi une manière de donner trop enfin, de donner trop d'avantages aux marchés financiers en disant, bah voilà, on continue ce système où les marchés financiers vont pouvoir s'endetter sans que ce soit un problème parce qu'on rachète la dette. Donc, vous voyez, ça pose des questions qui sont aujourd'hui discutées à peu près nulle part, sauf, in fine, le seul endroit où ça a été discuté, et je dirais presque malheureusement, parce que ça montre que le débat démocratique n'a pas fonctionné, ça a été au sein de la Cour de justice européenne, quand des citoyens allemands, en fait, ont porté plainte en disant que cet achat de dette publique par la Banque centrale européenne, en fait, rompait avec l'indépendance de la Banque centrale dans le traité de Maastricht. Et là, la Cour de justice européenne a fait tout un jugement en disant, bah non, c'est pas, ça ne rompt pas avec le traité de Maastricht parce que la Banque centrale ne finance pas vraiment le gouvernement. C'est-à-dire qu'elle fait ça pour faire de la politique monétaire en donnant de la liquidité aux banques. Donc, une des conclusions auxquelles j'arrive dans le livre, c'est de dire que même si je pense que ça a été totalement nécessaire que les banques centrales achètent une partie de la dette publique pendant les cas de crise, ça nécessite quand même un débat sur est-ce que c'est totalement légitime? Qu'est-ce que ça dit sur notre dette publique? Là encore, est-ce qu'on veut aller vers un modèle à la japonaise parce qu'on pense qu'en fait c'est justifié d'avoir une dette publique élevée parce qu'on a une société qui demande de plus en plus de dépenses, notamment sur les questions de liées au vieillissement de la population, liées aussi à le besoin de plus d'éducation dans la société, plus de services publics, ça peut être justifiable. Est-ce que c'est l'impôt qui est plus le meilleur moyen dans ces cas-là pour financer, ou est-ce que c'est la dette faite par la Banque centrale? Bon, les solutions à ces questions, enfin, les réponses à ces questions sont pas forcément évidentes,
Mais ce que je trouve dommageable aujourd'hui, c'est un peu l'absence de débat sur ces questions. Et surtout, quand il y a des débats, à mon avis, les débats sont un peu mal engagés parce qu'ils abordent la question de la dette publique uniquement à travers cette question de est-ce que c'est trop, c'est pas assez. Et c'est vrai qu'on a toujours ces débats. Est-ce que 100% c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que dans les critères de Maastricht, on était censé être 60% du PIB? On a dépassé sur 60% et on voit que bon, le monde ne s'est pas écroulé, en tout cas en France. Est-ce qu'il faut revenir à moins? Et bon, le problème, ça, en fait, est beaucoup plus complexe qu'un simple ratio, qu'un simple indicateur 100% du PIB. Sinon, on le saurait, on aurait déjà résolu ça. Je vous vois tous tourner la tête vers quelque chose à l'extérieur. Je me demande ce qui se passe. Je vous entends pas, par contre. Donc, s'il y a quelque chose, et ouais, C'est bon, ça va. c'est des gens qui arrivent. Bon. Et bon, je finis juste là-dessus, et puis après on pourra passer pour les questions. Mais sur la dette publique plus généralement, je pense qu'il y a des points, il y a quelques points à rappeler pour un peu, on va dire, élargir le débat et sortir de ce qui est à mon avis un faux débat juste sur la taille de la dette publique. Donc la première chose, c'est que la dette publique, c'est quelque chose de très singulier, enfin de très particulier, qu'il est vraiment qu'il est difficile et même, je dirais, qu'il est erroné de comparer à la dette d'une personne ou la dette d'un ménage ou voire la dette d'une entreprise. C'est vraiment, la nature de la dette publique est très différente de la dette d'une personne. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme on le fait tous, mais un État vit normalement après indéfiniment. Donc c'est c'est important à rappeler parce que ça pose cette question qui est toujours rappelée sur est-ce que la dette publique doit être remboursée. Et en fait, dans le cas d'un État, on le sait, c'est-à-dire que la dette publique, elle est à la fois toujours remboursée et jamais remboursée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a l'État, quand il emprunte à 10 ans, au bout de 10 ans, il rembourse son emprunt qu'il a fait à 10 ans. Mais en fait, il va tout de suite réemprunter parce que la dette publique est, enfin parce que l'État fonctionne, donc fonctionne de manière infinie. Enfin normalement, certains États s'écroulent, mais donc ça c'est une grande particularité de la dette publique. Alors aujourd'hui, je sais que c'est pas très clair. Bizarrement, c'était beaucoup plus clair au 19e siècle. Qu'au 19e siècle, et jusqu'à environ, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça continue encore un peu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, les États s'endettaient qu'avec de la dette perpétuelle. C'est-à-dire que l'essentiel de la dette, c'était de la dette qui était jamais remboursée. C'était donc concrètement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que l'État émettait un titre de dette et cette dette est rapportée à un taux d'intérêt chaque année à la personne qui la détenait. Donc souvent c'était, je sais pas, une somme en francs qui correspondait à un taux d'intérêt en disant bah si vous détenez cette dette chaque année vous allez recevoir le taux d'intérêt. Donc là, à l'époque ça pouvait être 500 francs, quelque chose comme ça. Mais ces dettes étaient jamais remboursées. Donc c'est ce qu'on appelait la dette perpétuelle, qui était vraiment la norme dans les grands pays riches de l'époque au 19e siècle. Donc des sociétés très, on va dire très libérales en fait, et tout ça a financé voilà des guerres napoléoniennes aux grandes infrastructures du 19e siècle. C'était de la dette perpétuelle. Donc en fait cette idée était normale que un État, à partir du moment où on a confiance qu'un État vit perpétuellement, il va jamais vraiment rembourser, quoi. C'est normal pour un État de jamais rembourser. Par contre, évidemment, personne ne va détenir de la dette sans en obtenir un revenu. Donc, l'État payait un taux d'intérêt, mais ne remboursait jamais. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur un système un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a de la dette qui est beaucoup émise à long terme. Donc à long terme, on va plutôt être 20, 30 ans, mais qui n'est pas perpétuelle. Mais au lieu d'être perpétuelle, en fait, elle est sans cesse renouvelée.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier pour la dette d'un État et qui, évidemment, n'a pas lieu pour la dette d'un ménage. La deuxième grande différence entre les dettes d'une personne et les dettes d'un État, c'est évidemment la capacité de l'État à lever des impôts, ce qui donne quand même une capacité plus forte et que de simplement percevoir un revenu euh, comme un salarié ou même, voire même qu'une entreprise, quoi. C'est une marge de manœuvre plus forte. Et puis la deuxième caractéristique, c'est aussi non seulement l'État lève des impôts, mais l'État peut bénéficier d'une banque centrale, on en a parlé tout à l'heure, qui achète sa dette publique pour stabiliser la dette publique. Donc là encore, tout ça, c'est quand même propre à des pays relativement stables. C'est-à-dire que dans des pays où vraiment l'État n'inspire pas du tout confiance, même si une banque centrale commence à acheter sa dette publique, vous n'aurez aucun investisseur qui va venir acheter de la dette publique. Mais dans des pays comme la France, bon, ça fait 200 ans que ça dure, que à partir du moment où les investisseurs se rendent compte qu'effectivement il y a une banque centrale qui peut, en cas de doute, acheter de la dette publique, ça donne suffisamment confiance aux investisseurs. Le troisième caractéristique de la dette publique qui fait que c'est très très différent de la dette d'une personne, et ça c'est pour moi c'est vraiment même le point crucial, c'est que en fait il y a beaucoup d'influence de la dette publique sur d'autres dettes. C'est-à-dire que, en fait, c'est même, à mon avis, faux de raisonner que par de la dette publique. C'est-à-dire si on parle de dette, il faut raisonner sur l'ensemble des dettes d'un pays. C'est-à-dire à la fois la dette des entreprises et la dette des ménages. Tout simplement parce qu'il y a une possible substituabilité entre la dette publique et les autres dettes. Donc, je vais vous donner deux exemples qui vont dans des sens opposés. Mais tout d'abord, sur la question de l'investissement, par exemple, en fait, l'État a des marges de manœuvre non négligeables en disant que l'État peut faire des investissements à des entreprises sans augmenter la dette publique. Donc, on a en fait, par exemple, sur les questions d'investissement écologique qui reviennent beaucoup aujourd'hui, il y avait des choses, à mon avis, qui étaient, il y avait des débats qui commençaient très mal quand on disait, bah, il va falloir beaucoup d'investissements publics sur les questions écologiques. Donc, il faut augmenter la dette publique sur ces questions-là. Et je pense que ça, c'est une mauvaise manière de prendre le débat parce que l'État a tout à fait les moyens de faire en sorte qu'il y ait des investissements, y compris dans des secteurs pour développer la transition environnementale, sans forcément que ça soit de la dette publique. Et ça a toujours existé. C'est-à-dire que l'État peut inciter des entreprises à investir sans lui-même prendre tout en charge par l'investissement public. Et ça, là encore, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que ça a toujours existé et ça existe toujours. Je vais vous donner des exemples, un exemple historique, un exemple actuel. Un exemple historique, mais qui reste très très marquant, c'est au 19e siècle, l'essentiel des investissements, c'est les chemins de fer. Et les chemins de fer, c'est pas rentable. En fait, ça n'a jamais été rentable de faire du rail. Donc du coup, l'État le sait. Donc en fait, ce que fait l'État, c'est qu'il va garantir la dette des chemins de fer en disant si les chemins de fer font vraiment faillite, l'État va prendre une part. Mais le simple fait de garantir donne confiance à des investisseurs, et ce qui fait que les investisseurs vont acheter de la dette des chemins de fer comme si c'était de la dette de l'État, mais ce n'est pas de la dette de l'État. Et ça, c'est très important. Et au 19e siècle, en fait, la dette des chemins de fer, qui est garantie par l'État, c'est aussi grand que la dette publique. Donc, en fait, on pourrait très bien dire la dette publique, si on prend en compte la dette garantie par l'État, c'était 200% du PIB au 19e siècle. Alors que si on regarde la dette publique telle quelle, c'était 100%. Donc, vous avez en fait cette question de substituabilité qui est très importante si on veut penser les questions des marges de manœuvre de l'État. Une autre question aujourd'hui, par exemple, c'est la question des retraites. Il y a une grande question qui fait toujours débat chez les statisticiens, c'est est-ce qu'il faut la dette des retraites l'inclure dans la dette publique? Aujourd'hui, on l'inclut pas dans la dette publique, la dette des retraites. Alors que d'une certaine manière, on pourrait dire, bon, à partir du moment où c'est géré par l'État, la dette, même si c'est cotisation, ça pourrait être, ça montre que c'est l'État qui va prendre les cotisations, socialiser
les caisses de retraite. Moi, je pense qu'il y a des bonnes raisons de ne pas l'inclure dans la dette publique, mais en même temps, vous voyez très bien que si c'était pas l'État qui prenait, s'il n'y avait pas de retraite par répartition, ça serait une énorme augmentation de dette privée. Parce que s'il n'y a pas de retraite par répartition, c'est-à-dire que les gens vont mettre de côté pour leur retraite. Et donc, s'ils mettent de côté pour leur retraite, il faut bien que cet argent aille quelque part. Donc, cet argent, elle va alimenter de la dette privée. Ça, c'est un autre exemple. On pourrait aller sur plein d'autres exemples, mais encore aujourd'hui, les questions de garantie de prêt, ça existe. Donc, en fait, vous avez cette question de frontières dette privée, dette publique, elle est très, très compliquée. Ce qui, je pense, et si on passe pas ça, on a du mal, en fait, dans le débat public, à vraiment comprendre les enjeux de la dette publique. Un autre exemple qui va plutôt à l'encontre de ça, parce que mon premier exemple, c'était plutôt en disant, bah, en fait, il y a beaucoup de dettes qui sont, qui pourraient être de la dette publique, et on a l'habitude de pas en faire de la dette publique, et autant garder ça comme ça. Par contre, il y a d'autres types de dettes où finalement, on se demande si c'est pas mieux de le garder en dette publique. Parce que si on les garde pas en dette publique, là encore, ça crée de la dette privée avec des conséquences qui peuvent être dommageables. Un bon exemple aujourd'hui pour réfléchir à ça, c'est la question des dettes des étudiants aux États-Unis ou en Angleterre. En Angleterre ou aux États-Unis, voilà, les États ont décidé en grande partie d'arrêter de subventionner les frais de subventionner les universités, donc les étudiants payent très cher, et donc s'endettent. Et donc on arrive à un niveau, aujourd'hui c'est près de 10% du PIB, qui est la dette des étudiants aux États-Unis ou en Angleterre. Et là, les dernières prévisions en Angleterre, ça serait que la dette des étudiants augmenterait à 20% d'ici 2040, 20% du PIB en 2040. Donc ça, pour moi, c'est un bon exemple de savoir en fait de quoi on parle, parce que si on décide de réduire la dette publique en faisant des coupes, bah là, ça serait dans l'université, mais ça pourrait être, par exemple, dans la santé, dans l'hôpital public, vous allez augmenter des dettes privées. Ouais. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, la question, elle devient, bah, vous augmentez des dettes privées. Donc, est-ce que ces dettes privées, ça a des conséquences sociales négatives? Et dans le cas de la dette d'étudiants, ça en a eu. Est-ce que ça peut avoir même des conséquences négatives en termes de stabilité financière? Parce qu'on sait que c'est souvent les ménages qui ont le plus de mal à rembourser. Et à peu près une grande partie des crises bancaires et financières dans l'histoire, elles sont venues parce que des ménages avaient du mal à rembourser. Donc la dette publique, il faut réussir, quand on en parle, à avoir cette vision un peu générale, ce qui ne veut pas dire évidemment que l'État doit tout financer, mais de réussir à avoir cette idée qu'en fait, il y a toujours cette substitution possible entre dette privée et dette publique, et que d'une certaine manière, le bon niveau de la dette publique, il dépend aussi du bon niveau du niveau de la dette privée. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état où vous réduisez la dette publique, mais au prix d'augmenter énormément les dettes privées, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes, voilà, parce qu'il y a de conséquences sociales et puis aussi de stabilité financière. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui important, c'est qu'on voit en fait que les dettes privées augmentent aussi. Parce qu'on est dans des sociétés où les dettes augmentent de plus en plus. Les dettes augmentent de plus en plus parce que, voilà, on a de plus en plus besoin on va dire, de services, soit de services publics, soit de services à la personne. Donc, les gens s'endettent pour ça, pour l'éducation, pour les services de santé, etc., etc. Et puis aussi parce on est dans des systèmes très financiarisés où, en fait, une grande partie même du système financier a intérêt à créer de la dette. Et on le voit, bah, notamment sur la dette immobilière. Voilà, on est entré dans un système où on s'acclimate, que les prix augmentent énormément et que les gens s'endettent énormément pour acheter des biens immobiliers qui sont pas partout, mais dans beaucoup de régions, de plus en plus chers. Donc, ça crée cette accumulation de dettes. Donc là encore, est-ce que cette accumulation de dettes dans l'immobilier, elle est justifiée? Est-ce qu'il y aurait des politiques pour un peu limiter cette création de dettes? C'est ça qui est important, mais ce qui me semble fondamental, c'est qu'on ne peut pas déconnecter ces questions de la dette publique. Donc j'avais dit que je parlerais pas trop longtemps, et évidemment, comme toujours, j'ai parlé près d'une heure. Je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que tout ça soulève de nombreux points. Et puis surtout, je peux prendre vos questions. Bon, vous voyez, j'ai pas apporté aucune solution simple à ces problèmes de dette publique, mais j'espère avoir apporté quelques éclairages. Et puis, voilà, je suis ravi de répondre à vos questions si je peux.